cette combinaison de germes commensals et de germes pathogènes, c'est ce qu'on va appeler une dysbiose. Donc, il va développer maintenant une dysbiose. Et cette dysbiose, malheureusement, va perturber les microbiotes intestinales, que ce soit dans sa composition, là, donc dans sa répartition, dans sa diversité et dans sa richesse. Et cette perturbation sera conséquence de troubles fonctionnels que le nouveau ou que le nourrisson va présenter, tels que les coliques du nourrisson et des pathologies diverses, surtout les maladies diarrhéiques. Mais la stratégie thérapeutique reste, reste l'apport des probiotiques. Nous allons le voir lorsque nous allons parler donc de la prévention et du traitement de certaines affections à partir des probiotiques. Alors, qu'est-ce que donc qu'est-ce qu'un probiotique? Qu'est-ce qu'un prébiotique? Il faut dire que les prébiotiques, c'est des fibres alimentaires non digestibles qui favorisent ou stimulent la croissance de bactéries commensales. Et l'exemple des prébiotiques, nous pouvons donner les oligosaccharides, ça veut dire le phos et les GOS, les phos et les fructo-oligosaccharides, les GOS et les galacto-oligosaccharides, et l'insuline. Les probiotiques, par contre, ce sont des préparations de cellules microbiennes que nous allons apporter sous forme d'une supplémentation exogène du microbiote intestinal avec des espèces bénéfiques. Par exemple, les bifidobactéries et les lactobacilles. L'apport de pré- et probiotiques dans une démarche préventive permet d'apporter un microbiote sain de la naissance, favoriser un environnement sain et harmonieux dans l'intestin postérieur, stimuler l'immunité et réduire l'impact des attaques pathogènes. Les prébiotiques, c'est un terme donc introduit pour la première fois en 1995 par Gibson et Robert Froid. Nous l'avons dit, c'est un ingrédient alimentaire non digestible par l'hôte, mais stimulant la sécrétion, donc stimulant sélectivement la croissance et ou l'activité de certaines bactéries du côlon, comme par exemple les bifidobactéries. Ces fibres, donc ces fibres alimentaires sont contenues dans le lait maternel, dans le formule infantile, dans le fruit, dans les légumes, le céréales, les légumineuses et j'en passe. Une fois au niveau de l'intestin, ils vont nourrir le bonnes bactéries et permettre ainsi leur développement. Et nous avions dit qu'il y en avait deux types d'oligosaccharides, par exemple, dans le lait maternel, dans les formules infantiles, c'est les FOS et les GOS. Et les FOS et les GOS contribuent à la bonne santé digestive de bébé. Le pré, les probiotiques. Les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate, ont un effet bénéfique
sur la santé de l'os, de l'hôte. Ça vient du terme probios, qui veut dire en faveur de la vie. Alors, la petite histoire déjà, en 1906, un pédiatre français, Henri Tessier, avait remarqué dans les selles des enfants faisant la diarrhée, il y avait moins de bifidobactéries. Et en administrant les bifidobactéries, ces enfants ne faisaient plus de la diarrhée et lorsqu'ils en faisaient, ces bifidobactéries parvenaient à traiter cette diarrhée. Nous avons plusieurs sources de probiotiques. Nous avons longuement parlé des probiotiques, donc des bifidobactéries qui sont des grammes positifs en Y, aérobie stricts, les lactobacillus, qui sont des bactéries grammes positifs, aérobie, donc aérotolérant et acidophile. Nous avons le levure ou principalement nous avons les Saccharomyces. Alors, quel est le mode d'action de probiotiques? Le premier mode d'action, c'est la modulation du microbiote intestinal. Et il faudrait qu'il y ait toujours une prédominance des lactobacilles et des bifidobactéries par rapport aux germes pathogènes pour maintenir un microbiote intestinal sain. Et cela va passer par une compétition sur les sites d'adhésion épithéliale, par la production des bactériocines, par l'acidification colique, par production d'acétate, lactate, et par inhibition gram négatif acidosensible. Les autres modes d'action, c'est les rôles barrières où on aura une diminution de la perméabilité de la muqueuse, production de mucus et sécrétion des défensives. Meilleure digestion par l'action de ces enzymes comme les lactases, les saccharase et une immunomodulation par une immunité innée avec stimulation de sécrétion des cytokines, mais aussi une immunité adaptative avec sécrétion d'immunoglobuline A sécrétoire ou d'immunoglobuline M. Alors, nous allons parler maintenant de la prévention et du traitement de maladies diarrhéiques, ça veut dire la gastroentérite, par le pré et les probiotiques. Quel est le mécanisme d'action des probiotiques par rapport aux maladies diarrhéiques? Premièrement, c'est la stimulation de la flore commensale, la sécrétion d'immunoglobuline,
la compétition pour l'adhésion à l'épithélium. Méta-analyse, on a biotique dans la prévention de la diarrhée aiguë, il ressort une réduction significative du risque de la diarrhée aiguë. Et dans l'autre étude, où on a utilisé les probiotiques en prévention des diarrhées nosocomiales. Aussi, la conclusion, c'est que il y a eu une réduction du risque de diarrhée nosocomiale chez les enfants avec rotavirose lorsque on a utilisé les probiotiques type lactobacillus. Dans cette étude aussi Cochrane en France, où on a utilisé les probiotiques dans la prévention de la diarrhée liée aux antibiotiques, n'est-ce pas? On a eu une diminution du risque de la diarrhée post-antibiotique. Et là, on a utilisé les souches lactobacilles, bifidobactéries, euh, Streptococcus, Saccharomyces. Donc, on a fait ce qu'on a appelé une symbiotique. On a pris plusieurs probiotiques. Donc, on a fait une mixture et on a trouvé que cela réduisait la diarrhée post-antibiotique. En Chine aussi, on a fait la même expérience chez l'enfant. On a pris les bifidobactéries, les probiotiques. On a donné aux enfants pour prévenir la diarrhée et il y a eu une réduction significative de la diarrhée aiguë. Dans cette autre étude où on a aussi utilisé les probiotiques dans la diarrhée associée aux antibiotiques. Là aussi, on a en fait fait un symbiotique, donc, une symbiotique des bifidobactéries, des lactobacillus et des Saccharomyces boulardii. Alors, dans cette étude menée en Europe, où la Société savante de gastro-entérologie pédiatrique a utilisé le souche Lactobacillus, Saccharomyces, ils ont aussi prouvé que l'utilisation de probiotiques réduisait sensiblement les risques de diarrhée aiguë chez l'enfant. Nous avons fait une vraiment compilation des études pour montrer combien les probiotiques, c'est vraiment la stratégie thérapeutique pour les maladies diarrhéiques ce jour. Alors, dans cette étude où on a utilisé les probiotiques dans les traitements d'une gastro-entérite à rotavirus. Et là aussi, il y a eu une réduction significative de la diarrhée.
lorsque on utilise les probiotiques, et c'est là, lorsque on le met ensemble, donc c'est une symbiotique. La même, donc de l'autre côté, pareil. Alors, cette méta-analyse Cochrane aussi montre que l'utilisation de probiotiques dans les traitements des diarrhées infectieuses réduirait les risques de la diarrhée aiguë chez les enfants, n'est-ce pas? Et on dit, dans la conclusion, il est dit que le probiotique reste le traitement d'appoint dans les diarrhées de l'enfant. Alors, les probiotiques aussi ont montré leurs bénéfices dans les traitements ou dans la prévention de l'entérocolite ulcéro-nécrosante chez le faible poids de naissance. Et là, on a donc dans la conclusion tout le nouveau-né avec entérocolite était dans les groupes non traités par les probiotiques. Mais l'incidence d'entérocolite ulcéro-nécrosante et la mortalité étaient plus faibles dans le groupe qui était traité avec le probiotique. Toujours, ça c'est dans la prévention de l'entérocolite. Lorsqu'on fait une mixture ou un symbiotique des probiotiques et l'incidence de l'entérocolite est faible et la mortalité. Cette étude Cochrane aussi, toujours par rapport à l'entérocolite ulcéro-nécrosante, en 2011, préconise une supplémentation en probiotiques pour prévenir la survenue d'entérocolites ulcéro-nécrosante sévère chez les prématurés. Et ainsi, cela réduirait la mortalité néonatale globale. Mais les probiotiques ne sont pas seulement utilisés dans la diarrhéique. Il a été aussi prouvé que les probiotiques intervenaient dans la prévention des angines de l'enfant et renforceraient aussi le microbiote buccal. Et ainsi, on aura plus au niveau buccal des lactobacillus et des bifidobactéries. Mais aussi, il a été prouvé que le probiotique prévenait aussi la gastrite donc à Helicobacter pylori. Et là, on utilisait plus les lactobacillus, soit combinés aux bifidobactéries ou les lactobacillus seuls. En conclusion, les microbiotes intestinaux, pour le moment, il y a un intérêt croissant en ce qui concerne le pro et les prébiotiques, car leur bénéfice est certain pour la santé des enfants.
l'efficacité des souches est démontrée et la combinaison de différentes souches sera fonction des symptômes visés ou d'une pathologie visée. Mais il faut dire que la généralisation de la supplémentation en pro et probiotique n'est pas recommandée. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, docteur Bienfait, pour ce brillant exposé. Je pense que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase, interpeller les gens à ne pas généraliser la supplémentation en probiotiques. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais accorder la parole à la première série d'intervenants pour les préoccupations. Il y a une main qui demande la parole. Oui, docteur Aimé, il n'y a pas de questions ou bien? Je crois que son micro n'est pas ouvert. Le professeur Andy demande la parole. Peut-être qu'il peut lui procéder à avec sa question. Merci. Ok. Merci, docteur Valérie. Merci à docteur Bienfait pour une très belle présentation, très riche et bien fouillée. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je reste un peu sur ma soif parce que j'ai pas vu beaucoup de données africaines présentées au cours de cette exposé. Mais je dois dire que il y a des données et je voudrais bien les partager pour confirmer la plupart de tout ce que le docteur Bienfait a présenté. Et c'est très, très important. Par exemple, je viens de mettre dans le chat une série de publications que nous avions faites cette année, du moins en 2022, sur les probiotiques, et ça concernait les nouveau-nés prématurés. Et l'un des éléments, c'était justement la colonisation périrectale par des grammes négatives résistantes, des bactéries grammes négatives résistantes. Et les données ou les résultats sont vraiment intéressants. Par exemple, au jour zéro, lorsqu'on a sélectionné ces nouveau-nés, c'est-à-dire 72 heures après leur naissance, on avait déjà une proportion de 15% de ces nouveau-nés
avec présence des germes résistants, bactéries gram négatives, dans la zone périrectale. Au jour 7, on avait jusqu'à 77% de ces nouveau-nés avec colonisation périrectale avec les germes multirésistants gram négatifs. Et au jour 14, jusqu'à 83%. Alors, nous, on a fait un essai clinique randomisé où on a aussi utilisé un contrôle placebo. Alors, dans les groupes probiotiques, parce que ce sont des données africaines, je pense que c'est important. Dans le groupe probiotique, au jour 7, ceux-là qui avaient pris les probiotiques, 57% moins de chances d'avoir cette colonisation. Et au jour 14, jusqu'à 93% moins de colonisation. Alors, nous, on a utilisé des symbiotiques, donc on a utilisé plusieurs souches. C'est notamment le lactobacillus acidophilus, le bifidobacterium bifidum, et on a aussi dans ce mélange le bifidobacterium infantis. Alors, il est démontré que lorsqu'on a plusieurs souches combinées, donc les symbiotiques, donnaient des résultats assez meilleurs ou probants contre la colonisation par des germes euh, résistants, des germes pathogènes. Okay. Donc ça, c'est juste pour rajouter à cette très belle présentation du docteur Bienfait et en partageant les données africaines qui sont récentes, publiées l'année dernière. Merci. Merci beaucoup à professeur Andy, hein. Donc, c'est des très bons commentaires. On n'a pas eu beaucoup en fait, des données pour le continent africain. Et de plus en plus, en néonatologie, les probiotiques sont, par exemple, dans mon service, nous avons commencé à utiliser euh, du lait maternisé, euh, donc des probiotiques chez les nouveau-nés sous antibiotiques et nous voulons généraliser chez les purées parce que on cesse avec presque pas un microbiote intestinal euh, qui est assez constitué. Merci, professeur Andy. Il y a une question dans le chat box avec votre autorisation, docteur, si vous voulez bien répondre. Euh, notre collègue Adama Trésor demande si, avec l'usage des probiotiques, est-ce qu'un enfant qui a trop souffert de Helicobacter pylori, s'il recevait les probiotiques, une fois adulte, pourrait-il échapper aux problèmes gastriques, de gastrite chronique dû à Helicobacter pylori? Je ne sais pas si les panélistes ou l'un d'entre nous, aussi bien docteur Bienfait, si possible, de pouvoir répondre à cette préoccupation. À vous. Oui, docteur Valérie. Alors, je n'ai pas trop de précisions sur l'adulte, hein. Donc, je vais répondre sous réserve. Si euh,
bactéries, il y avait les lactobacilles. Donc, je pense bien que ça préviendrait cette Helicobacter pylori. Je ne sais pas si d'autres participants ont une idée dessus. Ils peuvent toujours compléter. Merci. Merci bien, docteur. Professeur Andy, à vous. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci pour cette question. Elle est très intéressante. Je ne vais pas répondre à la partie pédiatrique, mais je vais peut-être émettre trois éléments. Le premier, c'est la clairance en matière microbiologique. Donc, vous avez, après un certain temps, euh, une perte de certains éléments microbiologiques. Et vous pouvez être colonisé par d'autres souches, d'autres communautés bactériennes ou microbiologiques, selon l'environnement, selon votre alimentation, selon vos facteurs d'exposition. Donc aujourd'hui, si vous prenez des probiotiques, vous allez certainement permettre une certaine colonisation par ces probiotiques et en bénéficier, donc en recevoir ces bénéfices. Par exemple, si vous avez le labinique, 0,2 millilitres de labinique, c'est ce que l'on a utilisé dans notre essai clinique randomisé. Vous avez jusqu'à 2 milliards de colonies formantes par jour, donc dans les 0,2 millilitres. Mais lorsque vous arrêtez la prise, après un certain temps, vous avez une certaine mixture ou un mélange des autres facteurs microbiologiques qui peuvent faire perdre les bénéfices. Mais si on revient maintenant à l'infection à Helicobacter pylori, dois-je dire, il y a beaucoup de données probantes en rapport avec les probiotiques lorsqu'il s'agit de l'éradication d'Helicobacter pylori. Les mécanismes évoqués, vous avez notamment ici l'inhibition de l'expression de certains facteurs pro-inflammatoires. Et le docteur Bienfait a bien expliqué dans sa présentation sur le mécanisme ou le mode d'action des probiotiques concernant ici l'épithélium intestinal, qui aura inhibition de l'expression de certains facteurs pro-inflammatoires. Et ça va améliorer la réponse inflammatoire au niveau du tube digestif et notamment de l'estomac, pour parler ici de Helicobacter pylori. Merci, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, docteur Bienfait. Merci beaucoup, pour Andy. Dans le chat, quelques questions en plus. Doit-on donner, cette question vient de notre collègue Emmanuel, qui dit, doit-on donner des probiotiques aux enfants avec des immunités, par exemple en cas de VIH, souffrant de trop de cas de diarrhée? Sa première question. Et sa deuxième, quelle est la situation donc des probiotiques en RDC? Merci. À vous donc, docteur Bienfait, cher panéliste. Oui, merci beaucoup pour la question, hein. La première question, doit-on donner les probiotiques en cas, par exemple, de dysimmunité? Ça veut dire lorsque un enfant souffre donc du VIH et qui fait des diarrhées chroniques. Oui, il faut donner le probiotique parce que nous avions dit que le probiotique, dans le mécanisme d'action, dans la prévention de la diarrhée, dans les traitements de la diarrhée, il y aura cette compétition et surtout pour l'adhésion aux cellules épithéliales de la muqueuse intestinale. Ça veut dire plus on a de probiotiques qui sont des micro-organismes non pathogènes, moins la muqueuse sera agressée et moins on fera de diarrhée. Donc, pour ce genre d'enfants, je pense qu'il faut donner des probiotiques. Alors, à la deuxième question, quelle est la situation des probiotiques en RDC?
Franchement, je n'ai pas eu des données sur les probiotiques et leur utilisation. Seulement que nous sommes en train de faire localement notre première expérience et après, on pourra peut-être publier là-dessus, mais il n'y a pas de publication que j'ai que j'ai eu par rapport aux probiotiques en RDC. Par rapport à ça, par exemple, je sais que il y a quand même certains laits maternisés sur au fait, le marché, mais en RDC, contenant euh, Merci, docteur Valérie. Merci, docteur Bienfait, pour ces très belles réponses. Je voudrais revenir sur la question par rapport au VIH, à l'immunodéficience et les probiotiques. Je crois qu'il faut d'abord rappeler la définition des probiotiques telle que le docteur Bienfait l'a si bien présenté. Donc, les probiotiques représentent les organismes vivants qui vont donner, entre guillemets, des bénéfices à l'hôte lorsque ces organismes sont administrés à des quantités adéquates. Donc, ceci encore revient probablement vers la médecine de précision où il faut adapter les contextes selon l'état clinique du patient. Il y a eu des analyses, des méta-analyses par rapport à la question des probiotiques et le VIH-Sida et les données sont très rassurantes. Par exemple, ce qu'on appelle dans l'approche bayésienne le nombre qu'il faut pour faire mal. Donc, il faut traiter au moins 7369 personnes avec les probiotiques. Et là, quand je dis personnes vivant avec le VIH, pour avoir un seul cas d'effet secondaire ou d'effet non désirable. Donc, c'est quand même un nombre assez grand pour rassurer les cliniciens qu'il n'y a pas des preuves aujourd'hui scientifiques assez probantes pour interdire les probiotiques dans cette population. Donc voilà, il y a des données là-dessus. Je peux vous balancer certaines références dans le chat, question de lire lorsque vous avez un peu de temps. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et une question subsidiaire, puisque dans la conclusion, notre présentateur de cet après-midi docteur Bienfait a eu à souligner que l'usage systématique ne devrait pas être tout à fait ou n'est pas conseillé. Euh, mais l'accessibilité poserait aussi un problème parce que la logistique pour la puisque nous savons bien que c'est une alternative très importante, vous l'aviez souligné lors des présentations antérieures, par rapport à la résistance antimicrobienne. Pourquoi ne pourrons-nous pas, en ce moment-là aussi, militer au niveau africain pour cette production et d'appui des pays avec une coopération entre plusieurs pays, comme on a fait lors de la COVID? Ça, c'est la première question. Est-ce que cela ne pourrait-il pas être envisagé? Et par rapport à la COVID longue, une question nous est posée par notre collègue Chadia Ben Haj Messaoud. Il pose la question de savoir quelle est la place des probiotiques dans la COVID phase aiguë et COVID longue. À vous donc les questions, s'il vous plaît, chers panélistes et docteur Bienfait. oui, merci, docteur Valérie, hein. Je pense pour la première question, bon, je laisserai au professeur Andy d'y répondre, d'autant plus qu'il est, il est
comment en fait, je vais dire, euh, dans les CDC africains, parce que c'est un plaidoyer qu'il faudrait faire, je pense, au niveau africain pour que nous ayons vraiment de molécules à base de, de probiotiques. Alors, à la question, la place des probiotiques dans le COVID. Alors, je n'ai pas d'idée par rapport à ça, hein. Donc, je n'ai pas d'idée si le prof Andy a quelque chose dessus, il peut nous aider toutefois. Merci. Merci, docteur Bienfait. Bon, je ne suis pas pédiatre, mais je ne suis pas non plus interniste. Mais la question des probiotiques est centrale à mes recherches et aussi par rapport à la direction des thèses des doctorats. L'une de mes étudiantes a justement travaillé toute sa thèse sur les probiotiques. C'est comme ça que nous sommes là-dedans. Alors, par rapport au COVID, à la COVID-19, il y a des données sur l'utilisation des probiotiques. Et là, donc le mécanisme d'action ici, c'est plutôt renforcer les systèmes de défense de l'organisme contre les infections virales. Et vous avez des études qui foisonnent là-dessus. Donc, pour cette question spécifique, je crois que je pourrais balancer une référence, mais le reste, les collègues peuvent aller lire dans leur temps libre. Tout tourne autour de cet renforcement des mécanismes de défense de l'organisme. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder, mais c'est ça le principe, un moteur dans ce qui a été étudié jusque-là. Merci. Merci beaucoup, professeur Andy. Donc, effectivement, il y a des données qui disent que l'utilisation de probiotiques permet une réduction significative de la charge pulmonaire de COVID-19. Je crois que c'est effectivement des choses qu'il faudra partager. Du coup, des questions maintenant euh, viennent sur le protocole d'utilisation et la remise à niveau de l'ensemble du personnel soignant par rapport à cette utilisation parce que euh, la question qui se poserait là maintenant, puisque ça risquerait de ressortir comme une solution magique, une solution qui pourrait être passe-partout dans certaines situations lorsque on l'interdit. Y a-t-il une planification d'une formation en fonction de la remise à niveau? Le webinaire est là. Y a-t-il des prospectus? Y a-t-il des documents qui permettraient une formation spécifique sur l'utilisation de ceci afin que nous puissions essayer de prévenir les abus donc d'une utilisation systématique de cela? C'est une question qui me vient spontanément à l'esprit, puisque, professeur Andy, vous êtes dans cette recherche-là. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être proposé dans nos pays à ressources limitées par rapport à cela? Merci. Docteur Valéry, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi toute la question, s'il vous plaît. Je disais que quand on regarde la notion de diarrhée, on regarde la notion de certains problèmes intestinaux et aujourd'hui la COVID avec les éléments de publication, les probiotiques et les prébiotiques sembleraient être une solution magique à beaucoup de choses et que le risque que nous courons, c'est celui-là de pouvoir avoir un abus dans leur utilisation. Alors, pour pouvoir prévenir cela, est-ce que une approche ne serait-elle pas celle de formation systématique pour la remise à niveau de l'ensemble du personnel soignant et aussi rendre disponibles des protocoles d'utilisation qui pourraient être vulgarisés de façon à pouvoir contrer probablement une utilisation qui ne serait que celle d'essayer de voir si cela répondrait. Merci. OK, merci, docteur Valéry. C'est une question très pertinente et je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse. Je vais quand même aborder dans le sens qui m'est le plus rassurant. Donc, en matière de l'utilisation des probiotiques,
vous avez vu qu'il y a plusieurs applications par rapport à l'utilisation des probiotiques. Prenons par exemple pour la gastroentérologie. Je sais que le prof Blaboul est en ligne. Il a nagé dans la gastroentérologie. Il pourra apporter de sa sagesse et de son expertise. Mais par rapport à ce que nous savons, il y a des lignes directrices, Clinical Practice Guidelines, qui sont publiées régulièrement. Et en matière de probiotiques, vous en avez pour ce qui concerne la gestion des troubles au niveau gastro-intestinal. Et là encore, je pourrais vous partager la source pour télécharger ces longs documents et lire calmement les différentes recommandations basées sur les preuves scientifiques. Mais en matière de ce qui concerne, donc, en ce qui concerne, pardon, la santé pulmonaire ou l'immunologie en général, vous aurez aussi une tendance à avoir des lignes directrices par rapport à ces domaines-là. Donc, c'est un domaine pour lequel la recherche est en pleine explosion actuellement. On explore notamment dans les domaines de l'endocrinologie, les maladies métaboliques, les maladies parasitaires aussi, etc. Donc, je crois que la recherche continue, mais pour être bref, il y a déjà quelques lignes directrices par rapport à l'utilisation des probiotiques dans des domaines assez spécifiques. Voilà. Merci. Oui, je voulais aussi peut-être ajouter quelque chose, hein, comme en fait la question a été posée, c'est que peut-être il y a parmi nous beaucoup qui ont déjà utilisé le probiotique sans que peut-être ils ne se rendent compte. Par exemple, pour ce qui est de la gastro-entérologie pédiatrique, chez les nourrissons, je pense que la plupart d'entre nous a déjà prescrit, par exemple, Ultralévu. Donc, c'est de petits sachets qu'on donne en cas de diarrhée, mais c'est des champignons unicellulaires qui font partie des probiotiques. Des populations dans nos milieux, pour le probiotique, c'est plus pour la gastro-entérologie, mais ça devrait en fait s'élargir parce que nous avions vu que ce n'est pas seulement au niveau digestif où euh, ces quoi micro-organismes vont agir. Merci. Merci beaucoup, docteur Bienfait. Les questions semblent tarir. Une question euh, supplémentaire, si vous voudrez bien aussi y répondre. Nous avons vu, par exemple, dans le cas d'administration du vaccin contre la BCG, il y a eu la BCG qui est arrivée. Pouvez-vous un peu revenir par rapport aux probiotiques qui sont donnés? On sait que leur nuisance n'est pas euh, aussi indiquée ou révélée que cela. Est-ce que y a-t-il des effets secondaires sur lesquels vous pouvez revenir par rapport à l'administration de ces probiotiques ou des prébiotiques euh, en pédiatrie? Comprenez mon analogie partant de la BCG et par rapport à l'utilisation des probiotiques. Est-ce que avons-nous eu des cas où on a eu l'effet contraire par rapport à ce qui a été escompté? À vous. Oui, docteur Valérie, jusque-là, on n'a pas encore observé des effets non bénéfiques ou bien des effets adverses par rapport aux probiotiques. Je ne sais pas, peut-être si le prof Andy, ils ont fait des études et ils ont trouvé des effets adverses ou ils ont des effets en fait secondaires, je ne sais pas.
mais à ma connaissance, il n'y a pas de fait. Oui, professeur Ali, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Valérie, et je remercie aussi l'orateur du jour, le docteur Bienfait, pour cette communication très, très intéressante qui nous rafraîchit et qui encourage aussi d'utiliser les probiotiques. Mais je voulais revenir sur les craintes du docteur Valérie sur l'utilisation de ce qui paraît être aujourd'hui comme une panacée contre plusieurs situations médicales. Moi, j'ai une crainte dans cette large utilisation de probiotiques parce que nous l'avons vu avec les antibiotiques, comme avec les antipaludins, c'est mon domaine. Euh, la pression médicamenteuse amène toujours à la création de résistances et nous avons l'effet contraire de ce que nous voulions avoir. Je voulais l'exprimer à vive voix qu'aujourd'hui, les probiotiques, en tout cas, promettent un meilleur avenir dans le traitement, mais il faut rester prudent avec cette pression médicamenteuse pour que nous ne puissions pas créer ce que nous voulons combattre. Voilà un peu mon inquiétude que je voulais exprimer à vive voix. Merci. Merci beaucoup, professeur Blabla, pour cette mise au point ou cette interpellation qui est tout à fait à sa place. Avec votre intervention, avec l'autorisation de tout le monde, aussi du présentateur, je pense que notre webinaire est en train de toucher vers sa fin. Je ne sais pas si, docteur Bienfait, vous avez un mot à dire. Et après vous, nous allons remettre la parole au professeur Ali Boulaboula pour un mot. Et de cette façon, nous vous disons déjà vraiment un grand merci pour votre disponibilité, pour cette présentation ô combien appréciée par tous ceux qui sont donc en ligne et certainement qui sera partagée avec les uns des autres. Docteur Bienfait, vous avez la parole pour un dernier mot et nous allons remettre la parole au professeur Ali Boulaboula. Et bonjour, merci, docteur Valérie. Pour moi, c'est toujours un honneur lorsque on me demande de venir partager avec la crème intellectuelle sur un sujet. C'est un plaisir et on est toujours disposé. Si en fait le temps nous le permet, à intervenir et à échanger, partager avec les autres. Merci aussi au prof Boula pour la confiance. C'est pas facile de fois. Bon, on prépare, mais on n'a pas le temps, mais on s'efforce quand même. Hein. Merci pour cette chance que vous nous donnez les autres et nous sommes toujours disposés. Euh, merci. Merci. Professeur Boulaboula, Ali, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, docteur Valérie, pour la parole. Nous remercions docteur Bienfait pour le travail qu'il a abattu pour nous présenter les résultats de ce travail. Personnellement, je suis très content d'avoir appris pas mal de choses. Moi-même, j'ai lu tant avant cela, mais la façon dont cela a été présenté m'a beaucoup réjoui. Je remercie
aussi tous les participants peine de venir accompagner Docteur Bienfait et partager temps et leur expérience. Je voudrais encourager les autres participants, tout celui qui a quelque chose à communiquer, ben, qui s'annonce, parce que nous avons l'habitude de publier le thème mensuellement. Eh bien, celui qui a une proposition à faire n'a qu'à nous faire et que nous puissions programmer et que nous puissions partager les apports de ce qu'il apportera. Encore une fois, merci et à la prochaine fois. C'est la semaine prochaine où Dr Gisèle nous parlera de la rougeole chez l'enfant. C'est un grand problème de santé publique, pas seulement chez nous, mais dans le monde aussi. Nous allons écouter Dr Gisèle la semaine prochaine sur la rougeole. Encore une fois, au revoir et à plus. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Oui, docteur Shadia, si vous pouvez nous rafraîchir, je vois rapidement la demande c'est sur la COVID ou post-COVID. Docteur Shadia, vous avez la parole. Merci, merci infiniment. Je voudrais poser la question, le retour de COVID, est-ce qu'il va y avoir un retour, le rôle de vaccination, parce qu'il y a des gens qui ont une phobie de la vaccination, du risque de vaccination. Y a-t-il des précautions? Est-ce que c'est réel qu'il va y avoir un retour des formes graves de COVID? Merci. La COVID, l'OMS a déclaré la fin de la pandémie au mois de mai, il est vrai, mais l'OMS n'a pas proclamé la fin de la COVID. La COVID, nous allons continuer à vivre avec cette maladie parce que le virus, par nature, change. Et actuellement, en Occident, il y a la montée et l'augmentation des hospitalisations dues à ERIS. ERIS, une variante de Omicron, mais dont on ne sait pas encore si ça atteindra la virulence de Omicron, mais les scientifiques sont encore prudents, ils disent que, bon, il faut le signaler, mais le nombre de cas d'hospitalisation par ERIS ne fait qu'augmenter. Donc, la prudence doit être de mise. C'est ce que je peux dire en ce moment. Merci beaucoup, Dr. Chadia. Merci beaucoup à vous. Toute l'équipe, merci beaucoup. Bonjour, Merci. je peux intervenir à propos du COVID? Oui, vous pouvez. Oui. Merci pour la présentation qui est très pertinente. À propos donc de cette dernière vague, de ce nouveau variant, donc ils ont recommandé donc de vacciner la population cible. Donc il faut les vacciner parce que c'est eux qui vont avoir les formes graves. Donc on insiste à la vaccination jusqu'à ce que on aura des statistiques pour donc confirmer ou infirmer donc la virulence il a augmenté ou il a resté la même chose ou il a diminué. Voilà. Merci Ok, beaucoup, merci. Dr. Saoud. Merci pour cet apport. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.